Une nouvelle de Gilles Thomas, Les Gladiateurs. Pour avoir une drôle de bobine, ils avaient une drôle de bobine, le moins qu'on puisse en dire. Et pas besoin d'être prophète pour prévoir qu'Eddie et moi allions au-devant de bien des ennuis. Nous étions entourés de toutes parts d'une nuée de ces affreux qui nous poussaient et nous tiraillaient pour nous faire avancer plus vite. De temps à autre, Eddie tordait le cou sous le casque de sa combinaison spatiale pour me lancer un coup d'œil affolé. Mais que diable voulait-il que je fasse ? J'avais les mains ramenées derrière le dos et coincées dans une espèce d'anneau métallique. Je n'aurais pas pu bouger le petit doigt. Par ailleurs, il y avait autour de nous une telle collection de ces pas beaux que toute résistance était impossible. Plutôt tarte avec ça, les cocos, des corps en forme de tonneau, une peau grisâtre et spongieuse, deux ébauches de jambes informes. Pas de bras, mais par contre, autour de la taille, une succession de tentacules alternativement longs et courts. Pour couronner le tout, une tête, grosse comme le poing, ratatinée comme une vieille pomme de terre, aux yeux en tête d'épingle, rouges et méchants, et à la bouche ridiculement petite, ouverte en cul de poule. À moins de nous réduire en bouillie pâteuse et de nous aspirer avec deux pailles, il y avait peu de chance pour qu'ils puissent nous utiliser comme nourriture. C'était toujours une consolation. Par-dessus le marché, ils respiraient allègrement une atmosphère si chargée en gaz carbonique qu'ils nous auraient étendus raides en 2 secondes. Et ils ne parlaient pas, ils bourdonnaient, un son éminemment désagréable. Pour le moment, il me semblait particulièrement excité et bourdonnait à qui mieux on aurait pu se croire coincé dans un nid de frelons enragés. Sur ce fond sonore qui emplissait ma radio, la voix d'Eddie me parvint absolument lamentable. « Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, Mike ?» Je n'en savais rien. Et bien que m'efforçant de garder ce moral gonflé cher aux héros des vieux romans de science-fiction, je me sentais plutôt mal à l'aise. Les suites de l'aventure me paraissaient très incertaines, et nos ravisseurs pas particulièrement amicaux. Les choses avaient pourtant bien commencé, trop bien même. Nous n'étions pas depuis plus de 3 heures sur cette foutue planète qu'Eddie, comme à son habitude, avait déjà mis la main sur un truc formidable. Eddie et moi, ainsi qu'un troisième individu du nom de Dan, qui n'avait jamais mis les pieds sur notre astronef, il prétend que ça lui donne des palpitations. Nous sommes les brillants fondateurs d'une petite société appelée les Curiosités Galactiques. Nous prospectons à longueur d'année les planètes inconnues afin d'y découvrir les choses curieuses, utiles ou simplement jolies qui seront susceptibles d'être vendues par la suite sur le marché de l'Union planétaire. Eddie et moi nous occupons de la prospection, Dan de la partie administrative de l'affaire. À noter que les palpitations qu'il prétend ressentir ne le gênent nullement lorsqu'il s'agit de prendre l'astronef régulier pour Mars, Vénus ou autre lieu afin d'y rencontrer les commerçants qui se chargeront d'écouler notre camelote. Dan reste donc les fesses à l'aise dans son fauteuil tandis qu'Eddie et moi partons pour l'aventure. Eddie n'est peut-être pas le coéquipier rêvé, si l'on songe qu'il a la frousse comme d'autres sont sujets à s'enrhumer l'hiver. Pendant toute la durée d'une expédition, il ne cesse de claquer des dents, de geindre et de se lamenter. Les gens qui font sa connaissance et découvrent un petit bonhomme gras et mou, aux naïfs yeux bleus, dans un visage poupin et manifestement atteint des derniers degrés de trouille chronique, ne cachent généralement pas leur surprise. Comment puis-je accepter d'emmener avec moi pour des expéditions souvent dangereuses cet inutile morceau de gélatine tremblante ? Ils ignorent plusieurs choses. Premièrement, que j'aime bien Eddie, qui cache sous sa graisse l'âme confiante et la gentillesse d'un petit enfant. Deuxièmement, que je l'ai vu venir à mon secours et me libérer de l'étreinte visqueuse d'une liane pieuvre de Zog, alors qu'il tremblait tellement que toute sa combinaison spatiale, depuis son casque en passant par son réservoir à oxygène jusqu'à ses bottes à semelle de plomb, était agitée d'un joli mouvement de castagnette. On peut toujours compter sur Eddie dans les coups durs, et je n'en dirai pas autant de bien des fiers à bras. Troisièmement, qu'Eddie est capable de découvrir en 2 secondes la seule chose intéressante pour nous sur la planète où nous venons de débarquer. C'est un don, ça ne se discute même pas.
L'un ou un autre parcourait la planète de long en large pour finalement repartir bredouille. Eddie met indéniablement la main sur l'affaire avec un grand A. Cette fois-ci, ça s'était passé comme d'habitude. J'avais posé sans histoire la boule de billard quelques heures plus tôt au centre d'une assez vaste plaine, et une fois en possession des renseignements indispensables fournis par le robot calculateur, je pus songer au débarquement. Il me fallut tout d'abord introduire Eddie dans sa combinaison spatiale, ce qui n'allait pas sans difficulté, tant il y mettait de mauvaises volontés évidentes. Eddie reste persuadé que faire un tour d'exploration sur une planète inconnue est une forme particulièrement désagréable de suicide, et comme il aime énormément la vie, il n'est pas toujours simple de réussir à l'éjecter hors de l'astronef. Une bonne demi-heure s'écoula donc, avant que je puisse manœuvrer le sas, faire descendre l'échelle mobile et, poussant devant moi un Eddie récalcitrant, réussir enfin à débarquer. Eddie jeta un coup d'œil alentour, découvrit que le paysage ne lui plaisait pas et le dit. Je ne pouvais lui donner tout à fait tort. Ce morne monde gris baignant dans une triste lumière grise ne semblait pas des plus réjouissants. Devant nous, la plaine s'étendait droit, jusqu'à la ligne d'horizon parsemée çà et là de blocs de rochers grisâtres et d'aspect tourmenté. Pas trace d'arbres, d'herbe ou de vie quelconque. Ce n'était évidemment pas le coin que j'aurais choisi pour passer des vacances. Cette triste grisaille déteignit sur mon état d'esprit et je commençais à me sentir tout mélancolique. Je me secouais. Plus vite nous aurions fini notre balade, plus vite nous pourrions repartir. J'avais beau avoir l'impression très nette que nous ne pourrions rien trouver d'intéressant sur ce monde désolé, nous ne pouvions guère repartir sans avoir au moins fait une petite exploration. Je connaissais assez l'ami Dan pour avoir, à l'avance dans les oreilles, ces cris d'Harpagon s'il découvrait que nous avions brûlé du carburant pour rien. J'entrepris de rassurer Eddie, qui donnait nettement l'impression de vouloir regagner l'astronef sans plus attendre. « Mon vieux, lui dis-je, l'atmosphère de cette planète est tellement bourrée de gaz carbonique que je ne vois guère ce qui pourrait y vivre. Regarde donc ce petit coin et dis-moi si tu penses que des monstres inconnus peuvent y proliférer. De toute façon, nous sommes armés et ce terrain plat, comme la main, ne me paraît pas propice à une attaque par surprise. » fit Eddie. « Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas confiance. J'ai un drôle de pressentiment. Il va nous arriver quelque chose. Tu vas voir, je le sens dans mes os. » Je me mis à rire et le poussai en avant. « Ça va, lui dis-je. Ne me parle pas de tes os. Tu n'en as pas. Tu es tout entier comme une grosse méduse. Allez, avance. Il ne va rien nous arriver du tout. » En quoi je me trompais. Environ 2 heures plus tard, nous avions fait quelques kilomètres et nous étions toujours bredouilles. J'étais las de patauger jusqu'aux chevilles dans une épaisse poussière grise qui rendait la marche pénible. Le décor alentour n'avait pas changé. Toujours la même plate plaine grise, toujours les mêmes rochers grisâtres, toujours le même ciel gris et bas, et la même luminosité diffuse. Eddie, qui me précédait de quelques pas, ne cessait de grogner et de ronchonner. Il trébuchait à chaque instant, récupérait son équilibre par miracle et gémissait de plus belle. Je commençais à songer au retour. J'étais même persuadé de l'inutilité de notre voyage et je pensais qu'il ne serait même pas nécessaire de décoller pour poser l'astronef sur une autre partie de la planète. Ce système d'exploration successive de différents lieux n'est valable que pour un monde plus ou moins vivant, et la triste planète grise où nous nous trouvions ne rentrait certes pas dans cette catégorie. J'ouvrais la bouche pour faire part à Eddie de mes réflexions, lorsqu'il broncha une fois de plus, perdit l'équilibre et réussit un assez bel exemple de plongeon. Ma radio m'apporta une série de lamentations qui eussent fait honneur à Jérémie. Tandis que je m'approchais rapidement afin de lui venir en aide, les lamentations se muèrent soudain en un gargouillis étranglé, qui fit place à son tour à un hurlement de triomphe. Une fois de plus, Eddie avait trouvé quelque chose. Un peu plus tard, nous reprenions tout guilleret le chemin de l'astronef. Eddie avait oublié ses terreurs et marchait d'un pas allègre tout en fredonnant une petite chanson.
Quant à moi, je bâtissais dans un rêve doré des montagnes de bénéfices. Je voyais déjà les yeux de Dan briller de cupidité, tandis qu'il s'efforçait de cacher sa joie pour déclarer d'un ton désinvolte « Ouais, pas mal. » Pas mal? Hein, Seigneur? Mais ce que nous rapportions allait bouleverser les planètes. Les femmes de la galaxie se battraient, se déchireraient, s'arracheraient les cheveux pour acheter plus vite ce que nous allions leur offrir. Apparemment, Eddie, dans sa chute, avait balayé des flots de poussière, découvrant le fond d'une des multiples ravines qui sillonnaient la plaine grise. Et là, à même le sol dur, des milliers et des milliers de pierreries scintillaient d'un invraisemblable éclat. Je voulais bien me faire moine si ces joyaux n'allaient pas enterrer tout ce que la galaxie pouvait offrir dans le genre. Disparus, les mers de Saturne, anéantis les pierres de Vénus, pulvérisés les cristaux de Lune. Désormais, je l'aurais juré, toute élégante galaxienne ne voudrait plus porter que les pierres de la planète grise. J'étais resté moi-même le souffle coupé devant cette beauté parfaite. De la taille et de la forme d'un œuf de pigeon, elles offraient une incroyable gamme de couleurs, une luminosité profonde jaillissant du cœur même de la pierre, leur donnait un éclat de petites lampes. J'avais tenu au creux de mon gant un petit œuf vert, si lumineux qu'il me semblait tenir dans mes doigts un morceau de soleil tombé au fond des mers. Malheureusement, l'excès même de notre joie nous fit oublier toute prudence. Je marchais la tête dans les nuages, comptant et calculant, tellement occupé à voir défiler devant mes yeux de longues files de billets de banque que je ne songeais même plus à un petit truc élémentaire, à savoir jeter de temps à autre un coup d'œil alentour pour veiller à notre sécurité. Quant à Eddie, que sa peur tient d'ordinaire en éveil et dont le plus cher désir serait habituellement d'avoir des yeux derrière la tête, il ne regardait rien d'autre qu'un œuf d'un rose précieux qu'il faisait jouer dans ses doigts. Je savais très exactement à quoi, ou plutôt à qui, il pensait. À la blonde, barmaid du bar des étoiles. Il lui faisait depuis des mois une cour sans espoir et espérait sans aucun doute que l'assaut conjugué de ses charmes et du joyau rose emporterait enfin la reddition de l'adversaire. Nous atteignions presque la boule de billard lorsque tout arriva à la fois. J'entendis Eddie, qui s'attardait derrière moi, pousser un cri aigu, et ma main, qui volait vers mon arme, fut violemment saisie et tordue en arrière. L'instant d'après, j'étais submergé sous une marée de corps grisâtres et de tentacules. Non loin de moi, Eddie poussait des cris de cochon égorgé, à demi enfoui dans un grouillement de tonneaux tentaculaires. Il ne fallut pas 3 secondes pour que nous fussions troussés comme des poules, les bras coincés derrière le dos dans des anneaux de métal. Nos ravisseurs nous poussèrent vigoureusement et nous prîmes, bon gré, mal gré, le chemin de notre destin. Je n'étais pas fier. Eddie pleurnichait de trouille. J'avais beau m'efforcer de ne pas le montrer, j'avais tout aussi peur que lui. Nous étions crevés de fatigue après notre longue exploration et Eddie n'était plus le seul à trébucher sans cesse. De plus, nos réservoirs à oxygène me donnaient de l'inquiétude. Ils n'étaient pas inépuisables et d'ici une dizaine d'heures, il nous faudrait renouveler notre provision d'air respirable ou mourir. De toute façon, j'ignorais les intentions de ces vilains cocos à notre égard, et pour peu que naisse dans leur petite cervelle l'idée de nous dépouiller de nos combinaisons pour voir de plus près à quoi nous pouvons bien ressembler, nous n'aurions plus jamais à nous préoccuper des jours futurs. Le chemin était long. Il me semblait que je marchais depuis des siècles dans cette immuable plaine grise et je me sentais à bout. Eddie ne geignait plus, mais sa respiration pénible et sifflante me serrait le cœur. Je savais qu'il n'allait pas tarder à s'effondrer et je doutais fort que nos tonneaux veuillent bien pousser la grandeur d'âme jusqu'à le porter gentiment s'il ne pouvait plus avancer. Je fus envahi d'une rage noire contre ma propre stupidité. C'était à moi de veiller sur Eddie et j'aurais dû faire un peu plus attention à ce qui nous entourait. Ces vilains animaux n'avaient sûrement pas eu de mal à se dissimuler parmi les blocs de rocher, leur teinte grise se fondant admirablement dans le décor. Toutefois, si j'avais été aux aguets comme j'aurais dû l'être, j'aurais pu remarquer aisément un grouillement suspect et tirer mon arme à temps.
Mais non, j'étais bien trop occupé à supputer l'ampleur de ma future fortune. Ma fortune, ouais, elle me semblait pour le moment bien compromise. À voir la façon dont les tonneaux avaient gesticulé et bourdonné en découvrant nos sacs bourrés de pierreries, nous avions dû commettre, en nous en emparant, un sacrilège de taille. Sans aucun doute, nous aurions, avant peu, à le payer. J'étais littéralement sur les genoux et Eddie, qui n'avait plus la force de se plaindre, se laissait à moitié traîner par les tonneaux lorsqu'apparut, au loin, un gros assemblage de rochers gris. Nos ravisseurs se mirent incontinents à bourdonner avec une ardeur nouvelle et il me sembla que nous approchions du but. Mais je ne me trompais pas. Devant nous se dessinait peu à peu, cerné d'un vague mur d'enceinte, ce qu'avec beaucoup d'imagination on aurait pu appeler un village. Le tout bâti de gros blocs de roc non équarris, soudés les uns aux autres par Dieu sait quel miracle. Nous approchions rapidement, poussés à une allure record par nos tonneaux bourdonnants, devenus positivement enragés. Eddie trouva la force de tourner vers moi 2 yeux ronds et affolés pour geindre un « Oh là là, Mike, ça y est !» qui reflétait admirablement ma pensée. Ça y était, en effet, et nous n'allions pas tarder à connaître le sort qui nous était réservé. D'un trou dans le mur d'enceinte jaillissait un flot ininterrompu de tonneaux de toute taille, marées bourdonnantes de tentacules, follement excités et qui menaçaient de nous submerger malgré nos gardes. Ceux-ci distribuaient force bourrade, repoussant vaillamment les assauts gluants d'innombrables tentacules. Je me sentais à peu près aussi gai que le blanc capturé par une tribu d'anthropophages au moment où il voit au loin poindre la marmite. Finalement, après une série de bourdonnements suraigus poussés par les tonneaux gardes, la marée assaillante consentit à refluer quelque peu. Nous passâmes au milieu d'une double haie de curieux, dont les petits yeux rouges brillaient d'un éclat méchant, et franchîmes le mur d'enceinte. J'examinais le décor. Aucun doute, c'était bien là un village. Nous nous trouvions dans une sorte d'étroite ruelle bordée de chaque côté de constructions basses, formées de gros rochers maladroitement assemblés. Au sommet de ces huttes bizarres s'ouvrait un trou vaguement circulaire et chaque trou était garni d'un tonneau tentacule gesticulant et bourdonnant à qui mieux mieux. Apparemment, Eddie et moi constituions une attraction de choix et nul ne voulait manquer le spectacle. Nous avions bien autant d'admirateurs qu'un souverain en visite dans une capitale étrangère, mais je n'en étais pas plus fier pour autant. Nous nous perdîmes rapidement dans un dédale de ruelles si semblables les unes aux autres qu'une chatte n'aurait pu y retrouver ses petits. Enfin, après un grand nombre de détours, la troupe s'arrêta devant une construction un peu plus grande que les autres. Et avant d'avoir pu me rendre compte de ce qui m'arrivait, je fus tiré, hissé par des tentacules vigoureux vers la ronde ouverture du sommet et lâché à l'intérieur sans aucun ménagement. J'atterris plutôt durement, mes mains toujours liées, ne m'ayant pas permis d'amortir ma chute, et reçus en travers des reins un Eddie qui clamait son désespoir à tout vent, ce qui ne me fit pas de bien. Il y eut alors un grand remue-ménage à l'extérieur, et le peu de lumière qui nous éclairait disparut. Les tonneaux venaient de boucher l'entrée de notre prison. Je me trouvais dans le noir le plus absolu, à demi écrasé par Eddie, qui ne faisait pas le moindre effort pour se dégager et se contentait de hurler aussi fort que possible. « Mais cesse de brailler !» hurlai-je à mon tour. « Et tire-toi de là, tu m'écrases !» Eddie se tut. Mes yeux s'habituèrent à l'obscurité et je pus le voir se traîner péniblement un peu plus loin. Je vis également qu'un bloc de roc hérissé d'aspérité fermait totalement l'entrée, mais qu'un atome de jour filtrait cependant par les interstices. Eddie s'était assis tant bien que mal dans un coin, ne bougeait pas plus qu'une statue et ne soufflait mot. À peine si j'entendais de temps à autre un petit reniflement misérable. Je me sentis pris de remords. « Alors, mon vieux, dis-je gentiment, comment te sens-tu ? Tu ne t'es rien cassé, n'est-ce pas ? » Non, je ne crois pas, dit-il faiblement. Puis sa voix se mua soudain,
et il couina triomphalement. « Je te l'avais bien dit qu'il nous arriverait quelque chose, je te l'avais bien dit !» Je n'eus pas le courage de le rabrouer. Il l'avait dit, en effet. Nous passâmes bien 2 heures dans cette satanée cahute, remâchant les plus noires pensées. J'avais bien tenté de rassurer Eddie en débitant tout un flot de paroles mensongères, mais il n'avait rien voulu entendre. J'envisageais ensuite les possibilités d'évasion, mais dû rapidement renoncer à ce chimérique espoir. Il m'était totalement impossible de dégager mes mains des menottes d'un nouveau genre qui les emprisonnait. Quant au rocher qui fermait notre prison, je ne pouvais même pas, en me dressant sur la pointe des pieds, l'effleurer du sommet de la tête. Je finis par m'asseoir dans un coin, découragé. J'étais fatigué au-delà du possible, meurtri, courbattu, et de plus, je commençais à crever de soif. Je n'étais pas le seul. Eddie m'avait déjà laissé entendre plusieurs fois que sa langue épaississait tellement dans sa bouche qu'il ne pourrait bientôt plus parler. Ce qui était faux, car il ne cessait d'émettre des hypothèses, toutes plus sinistres les unes que les autres. De toute façon, la soif n'était pas mon principal souci. Il nous était en effet possible de vivre encore un bout de temps sans manger et sans boire, mais pas sans respirer. Et je n'avais pas encore osé prononcer une seule fois le mot « oxygène ». Qui savait pendant combien de temps les tonneaux avaient l'intention de nous laisser moisir ici ? Je fus donc plutôt soulagé lorsqu'on vint enfin s'occuper de nous. Le bloc de l'entrée fut retiré à grand fracas et 4 ou 5 tonneaux, aussi souples et élastiques que des balles de caoutchouc, bondirent à l'intérieur. Deux secondes plus tard, nous étions dehors, entraînés à vive allure par une troupe de tonneaux gardiens. C'est ainsi que nous nous trouvâmes tous soudain au détour d'une ruelle devant un majestueux personnage. Je n'eus pas besoin de longues cogitations pour comprendre que nous étions en face de Sa Majesté, Tonneau Ier, roi ou empereur de la planète grise. Il était assis, comme un Bouddha, ses vilaines jambes croisées sous lui, sur une plateforme portée à bout de tentacules par une bonne douzaine de tonneaux sujets. Il nous contemplait de son royal œil rouge, assez peu amical que possible, et son vilain corps disparaissait littéralement sous des torrents de pierreries de toutes couleurs. Je compris alors le sacrilège que nous avions osé commettre. Les pierres de la planète grise, dont nous avions rempli 2 sacs, étaient sans aucun doute exclusivement réservées à Sa Majesté Tonneau, destinées à rehausser l'éclat de sa grande beauté. Je dédiai mon plus gracieux sourire à l'affreux magot, dont l'ignoble petite bouche pincée évoquait pour moi quelque chose de vaguement obscène. Après tout, autant essayer de se mettre bien avec lui. Malheureusement, mes efforts n'eurent pas le plus petit résultat. Eddie contemplait le bonhomme de 2 yeux terrifiés. « Oh mon Dieu, Mike !» dit-il. « Les pierres. Eh oui, répondis-je. Les pierres. » Et ce fut tout. Sa Majesté Tonneau se mit à bourdonner sur le mode aigu, visiblement furieuse, et je reçus sur le champ une pluie de nions solidement appliqués par des tonneaux gardes, tandis qu'Eddie chancelait sous la même correction, trop terrorisé pour seulement pousser un soupir. Apparemment, Sa Majesté n'aimait pas le bruit que nous faisions, et je crus plus politique de me taire et garder sagement la bouche close. Eddie dut en arriver à la même conclusion, car c'est à peine si je l'entendais respirer. Sa Majesté nous adressa un discours bien senti, accompagné d'une danse de tentacules qui voulait sûrement dire quelque chose du plus haut intérêt, mais je n'avais malheureusement pas de traducteur sous la main. Puis elle se mit en route, véhiculée par ses loyaux sujets, et nous suivîmes, tristes captifs, traînés vers le supplice. Une foule innombrable de tonneaux nous accompagnait, gesticulant et bourdonnant, à qui mieux, sans doute ravis à la perspective de réjouissances dont nous ferions bon gré malgré les frais. Lorsque nous atteignîmes enfin le but de notre voyage, je sursautais de surprise. Ce que je voyais devant moi, occupant vraisemblablement le centre du village, mais c'était une arène.
Exactement ça. Une arène avec sa vaste piste grise et poussiéreuse et ses gradins étagés, faits de gros blocs de rochers bruts. Qu'allait-on faire de nous? Nous offrir en pâture à quelques monstres inconnus pour la plus grande joie des spectateurs? Je sentis un petit frisson glacé me couler le long du dos. Je pensais aux premiers chrétiens qui affrontaient pareille mort en chantant, tout à fait d'accord, mais en y réfléchissant bien, il y avait tout de même une certaine différence entre eux et moi. Après tout, ces types-là le faisaient pour une cause qui était à leurs yeux rudement valable, tandis que je me voyais mal courant joyeusement au martyr pour la plus grande gloire des curiosités galactiques. Je jetai un coup d'œil à Eddie qui poussait des « Oh ! Oh !» lamentables. Ou je me trompais fort, ou sa vive imagination lui faisait actuellement voir des spectacles plus qu'horrifiques. Je n'essayais même pas de le réconforter, j'avais moi-même le moral au 36e dessous. Nous descendîmes précédés de son auguste majesté jusqu'au premier rang des gradins. On installa son éminence, toujours juchée sur sa plateforme, sur une large pierre assez plate, sans doute réservée à son seul usage. Les gardes du corps prirent place autour du trône royal, et nos propres gardiens nous firent asseoir, non loin de là, sur de la rocaille particulièrement hérissée d'aspérité désagréable. Les gradins s'emplissaient peu à peu d'un flot continu de tonneaux qui s'aggloméraient et s'agglutinaient en groupes compacts. J'examinais devant moi la piste grise et songeais sans gaieté au drame qui allait s'y jouer. Aucun doute, je souffrais d'une crise aiguë de trac. Le trac des acteurs avant le lever de rideau. Quant à Eddie qui se recroquevillait à côté de moi, il tremblait de tous ses membres et le bruit de ses dents qui s'entrechoquaient sans arrêt me vrillait péniblement le crâne. Lorsque tous les tonneaux furent à peu près en place, Sa Majesté, qui avait gardé jusque-là une immobilité de statue, s'agita un peu et bourdonna sèchement 2 ou 3 fois. Un garde du corps lui tendit respectueusement une espèce de petite trompette. Tonneau premier l'approcha de sa vilaine bouche et souffla dedans un bon coup. Il en sortit un son perçant, sûrement perceptible à 10 km à la ronde, et qui faillit me briser les tympans. Les festivités avaient commencé. Un silence religieux figea l'assemblée. 2 tonneaux de belle taille, jusque-là sagement assis parmi les autres au premier rang des gradins, bondirent par-dessus la petite murette qui les séparait de la piste et firent en courant le tour de l'arène. C'était si grotesque que j'aurais pu rire si je n'avais été aussi inquiet. Ils s'arrêtèrent enfin devant Sa Majesté, lui firent une espèce de salut en dansant furieusement des tentacules, puis se frottèrent mutuellement le sommet du crâne avec vigueur. Après quoi ils s'écartèrent l'un de l'autre de quelques pas et s'observèrent méchamment, sans bouger. Ils esquissèrent quelques pas maladroits, se dandinant d'un pied sur l'autre, se fixant de leurs petits yeux rouges qui brillaient d'un éclat féroce. J'avais l'impression d'assister à un combat de coqs, au moment où les 2 volatiles face à face se guettent et se préparent à frapper le premier coup. Et c'était exactement ça, un combat de gladiateurs luttant dans l'arène devant les yeux intéressés de leur empereur. J'en restais bouche bée. Les 2 tonneaux s'observaient toujours. Soudain, l'un d'eux brandit un tentacule court qui cracha un jet de liquide. Malgré son bond rapide, l'autre ne put éviter totalement d'être atteint par ce qui me sembla être un puissant acide. En effet, le tonneau blessé se tordait maintenant de douleur et à l'endroit touché, la chair grise bouillonnait et fumait, comme si on l'avait mis à cuire. Le tonneau vainqueur consolida rapidement sa victoire, en inondant littéralement de jets répétés d'acide le blessé qui n'était plus à même de se défendre. Celui-ci s'immobilisa bientôt. Après quelques soubresauts et quelques bourdonnements désespérés, la chair grisâtre continuait à se dissoudre à toute allure, et j'étais passablement écœuré. J'entendis Eddie réprimer difficilement la révolte de son estomac.
La masse à demi liquide du vaincu fut rapidement balayée par une troupe de tonneaux préposés au nettoyage et le vainqueur s'approcha fièrement de tonneau premier. Celui-ci lui frotta généreusement le crâne d'un tentacule auguste. Haute récompense qui parut faire délirer de joie ce vaillant combattant. Il y eut ensuite 2 ou 3 autres combats qui mirent à rude épreuve mon self-control. Je fus particulièrement horrifié lorsqu'un gladiateur, ayant arraché d'un tentacule crochu les petits yeux rouges de son adversaire, se mit à les sucer gravement de sa petite bouche mauvaise, tandis que l'assistance bourdonnait de joie. Eddie ne cessait de se répéter qu'il est formellement interdit de vomir à l'intérieur d'une combinaison spatiale sous peine de graves ennuis, et avait tant de peine à surmonter les spasmes nauséeux de son estomac que ses yeux ruisselaient de larmes. Sa Majesté avait frictionné environ 5 crânes de vainqueurs lorsque les ennuis commencèrent. Son Éminence nous examina un moment et bourdonna un ordre bref. Une poignée de tonneaux gardiens s'empara d'Eddie et le poussa fermement vers l'arène. Mon malheureux compagnon, traîné et basculé par-dessus la murette, hurla « Mike !» d'un tel ton que je jaillis hors de mon siège, luttant et me débattant à demi englouti sous les tonneaux qui s'efforçaient de me retenir. Je me bagarrais furieusement, soulevé par une rage démentielle, couvrant d'injures toute la race des tonneaux et braillant des mots sans suite. En pure perte, je dus bientôt me rasseoir, cloué à mon siège par des tentacules solides, le corps tordu en arrière par la traction qui s'exerçait sur mes poignets joints. Sa Majesté me regardait d'un œil froid, attendant que je cesse le tumulte que je provoquais et qui interrompait impoliment le déroulement de la représentation. Sur la piste, on débarrassait maintenant Eddie de l'anneau qui retenait ses mains prisonnières. Sa hautesse avait manifestement le souci de la justice et entendait donner à mon copain toutes ses chances. J'en aurais pleuré. Eddie, qui aurait pris la fuite devant une souris en face de ces brutes. Les tonneaux-gardes évacuèrent le terrain, abandonnant dans l'arène un Eddie solitaire et figé de terreur. Puis un tonneau gladiateur de belle taille et l'air en pleine forme bondit souplement par-dessus la murette et vint se planter en face de mon compagnon. Comme il s'était tenu jusque-là dans le voisinage immédiat du trône royal et que l'assistance l'accueillit par des acclamations absolument délirantes, je ne pus douter du sort qui attendait Eddie. On lui avait réservé un adversaire de choix, le meilleur de tous les combattants, sans aucun doute. Soucieux du rituel, ce brave gladiateur commença par allonger un tentacule dans l'évidente intention d'en frictionner le crâne d'Eddie, et espérant probablement que celui-ci ferait de même. Mais Eddie n'avait pas du tout le désir de suivre les règles, et il recula vivement de 3 pas, ce qui parut plonger l'adversaire dans la plus grande perplexité. Il s'immobilisa, visiblement inquiet, et il ne fallut pas moins qu'un encouragement de son éminence elle-même pour qu'il se décide à se remettre en marche, avançant en se dandinant vers Eddie. Celui-ci semblait fasciné, comme par un serpent, et ne bougeait pas plus qu'une souche. Le tonneau l'observait de ses petits yeux mauvais, semblant supputer les ressources de ce bizarre adversaire. Il se décida soudain à attaquer, et son tentacule brandi cracha un furieux jet d'acide qui atteignit Eddie de plein fouet. Mais le résultat escompté n'eut pas lieu. La combinaison spatiale que portait Eddie avait été prévue pour supporter des traitements bien pires. Et ce n'était pas le peu d'acide craché par un tonneau qui pouvait lui causer quelques dommages. En fait, on aurait pu plonger Eddie tout entier dans un bain d'acide sulfurique. Il en serait ressorti frais comme l'œil. Les gradins parurent frappés de stupeur et le tonneau gladiateur recula légèrement, examinant l'invulnérable Eddie de 2 yeux incrédules. Puis, voyant que cet étrange adversaire ne faisait cependant pas mine d'attaquer à son tour, il reprit courage et jaillit en avant, frappant d'un coup violent de son tentacule crochu l'endroit où auraient dû être les yeux d'Eddie. À son grand dommage,
car le casque transparent qui emboîtait le crâne de mon copain était fait d'une matière ultra solide. L'assaillant recula à nouveau, recroquevillant son tentacule d'une manière qui donnait à entendre qu'il avait dû se blesser quelque peu. Je poussai un rugissement de joie qui couvrit un instant les bourdonnements effarés de l'assistance. C'est alors que je crus Eddie devenu fou. Il dévissait d'une main calme le tuyau reliant son réservoir d'oxygène à sa combinaison. Je savais que la valve, là où le tuyau communiquait avec le casque, s'obturerait d'elle-même, mais le peu d'oxygène circulant encore dans la combinaison d'Eddie ne lui donnerait pas plus de 2 minutes de vie. Toutefois, il ne devait pas être si fou que cela, car il coinçait d'une main l'extrémité libre du tuyau, empêchant ainsi l'oxygène de son réservoir de se perdre dans l'atmosphère sans profit pour personne. Je commençais à entrevoir quelque chose qui me fit hurler de toute la force de mes poumons. « C'est ça, Eddie! Vas-y, mon vieux !» Il y a là. Je n'aurais jamais cru qu'Eddie pouvait se mouvoir aussi vite. Il fut sur son adversaire en un quart de seconde et relâcha la pression de ses doigts exercés sur le tuyau, lâcha dans les narines du vilain une bonne bouffée d'oxygène. Le tonneau gladiateur respira un bon coup, chancela et s'affala mollement, avec toute la grâce d'une ballerine dansant la mort du cygne, tout aussi mort que le cygne du reste. Eddie avait déjà revissé son tuyau et taquiné du pied la molle masse grise du vaincu. Les bourdonnements de l'assistance dépassaient tout ce que j'avais pu entendre jusqu'à ce jour, mais je braillais moi-même tellement fort un hymne à la gloire d'Eddie que cela ne me dérangeait nullement. Après cela, tout marcha comme sur des roulettes. Sa Majesté tint à frotter elle-même le crâne d'Eddie. Mes mains furent libérées, la foule bourdonnait avec ardeur, ce qui me semblait bien être des félicitations. Je fus couvert de bleu par les bourrades amicales de mes ex-gardiens, devenus mes meilleurs amis, tandis qu'Eddie était plus ou moins porté en triomphe, bondissant et rebondissant sur une mer de tentacules dressés, ce qui ne me semblait pas lui faire tellement plaisir. Je réussis à faire entendre, après de multiples efforts et tant de mouvements de bras qui me semblaient être transformés en sémaphores, qu'il nous fallait, pour des questions purement alimentaires, regagner notre astronef. Il ne fut pas tellement simple en effet de faire comprendre que nous voulions manger tout en refusant obstinément tout ce qu'on nous apportait comme nourriture. J'y arrivais cependant. Sa Majesté voulut nous accompagner en personne. Elle semblait en effet manifester à Eddie un amour débordant, et il rata sûrement ce jour-là une très belle carrière de gladiateur personnel de la couronne. Nous partîmes donc en procession, suivis d'une multitude de tonneaux véhiculés jusqu'à la boule de billard, à tentacules tendus, sur de petites plateformes exactement semblables à celles de sa hautesse. Nous offrîmes à Tonneau Ier quelques petits cadeaux dont il fut enchanté, tout particulièrement un miroir qui le mit au comble du ravissement. Il parut particulièrement désolé de voir que nous voulions le quitter, et il fallut promettre, toujours par signe, de revenir bientôt. Le plus beau fut qu'il nous échangea, avec une joie visible, une bonne trentaine de sacs bourrés de pierreries, contre un tas de bimbeloteries sans valeur. Son éminence avait l'impression de faire une bonne affaire, et nous donc. Les adieux furent émouvants. Sa Majesté ne cessait de frotter le crâne d'Eddie et lui susurrait de doux bourdonnements. Quant à moi, j'avais les côtes endolories par les affectueuses bourrades du bon peuple. Le voyage de retour s'effectua sans histoire, sauf que je dus me taper tout le boulot. J'avais en effet comme passager un Eddie si gonflé de sa propre importance qu'il était impossible d'obtenir de lui le plus petit travail. L'ami Dan dit « Pas mal, pas mal », exactement comme je l'avais prévu. Toutefois, l'éclat de son regard démentait ses paroles. Quant à la blonde Marina Bermed du bar des étoiles, elle tomba dans les bras d'Eddie comme un fruit bien mûr. Car je vous le demande un peu, comment résister à un type qui revient vers sa belle pour déverser dans ses jolies mains réunies en coupe
2 pleines poignées de joyaux, lesquels joyaux vont faire verdir de jalousie vos plus chères petites copines. Et quand en plus le type susdit se pavane tout auréolé de la gloire des héros, les habitués du bar ne se firent pas faute de regarder Eddie d'un œil torve, mais que voulez-vous, tout le monde ne peut pas se parer du titre de gladiateur. Les Gladiateurs est une nouvelle de Gilles Thomas extraite du recueil Les Oiseaux de cuir, publié aux éditions Fleuve Noir. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.